Merci. Bonsoir. On m'a demandé de venir parler d'éducation. Puis vous savez, quand on parle d'éducation, c'est toujours un peu touché parce que tout le monde connaît l'éducation, parce que tout le monde est allé à l'école, en partant. Le problème, c'est qu'on voit l'éducation en fonction de où on était quand on est allé à l'école. Qu'est-ce qu'on voudrait changer quand on était à l'école? Alors que si on met en application ce que l'on voudrait qui aurait dû changer à l'époque où on était là, on passe un peu à côté parce que les enfants, dans 15 ans, ne seront plus au même endroit. Donc, quand on parle de changement en éducation, il faut toujours penser probablement une génération d'avance pour les changements qui s'en viennent. Le deuxième élément que je veux dire avant de commencer, c'est qu'il se fait des choses extraordinaires au niveau de l'éducation au Québec dans le système actuel. Il y a des gens qui sont passionnés, qui œuvrent auprès des enfants, qui font des choses fantastiques avec les moyens qu'ils ont et dans le système qu'il y a. Autre chose, je ne veux pas faire une critique du système d'éducation actuel. Donc, ce que je vais vous présenter comme données, ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas des éléments pour critiquer le système en place, mais c'est beaucoup plus pour servir de base, pour savoir quel est donc l'avenir de notre système d'éducation en général, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde. Je vais vous donner 4 données sur la réussite. Une des données, le milieu socio-économique d'où vous venez détermine votre future propension à réussir au niveau du système scolaire. Donc, dépendamment du milieu socio-économique où vous êtes né, il y a une influence sur votre cheminement. Votre sexe indique votre propension à réussir, plutôt au niveau des habiletés sociales. Troisième élément, votre santé. Si vous êtes en santé, si vous avez reçu de bons soins, vous avez une meilleure propension à réussir. Troisième élément, l'éducation de vos parents. Si vos parents sont scolarisés, vous avez une meilleure chance de réussite. Ces 4 éléments-là, c'est des éléments appuyés par la recherche. Donc, c'est ce que les recherches nous disent par rapport à la réussite scolaire. Ce qui signifie que si vous êtes issu d'une famille à faible revenu, si vous êtes un garçon, désolé pour les garçons dans la salle, si vous avez un problème de santé ou vous avez été victime de maltraitance, ou encore si vous avez des parents peu instruits, il y a des bonnes chances que vous ne finissiez pas votre formation scolaire. C'est assez grave dans un système qu'on veut adapter, qu'on veut à jour, un système qu'on veut industrialiser aujourd'hui où l'on est. La réalité, je vous donne d'autres chiffres, 35% des enfants sur l'île de Montréal ont au moins une vulnérabilité dans l'un des 5 éléments de développement. Les 5 éléments de développement, je vous les donne en rafale, santé physique et bien-être, les compétences sociales, donc deuxième élément. On parle de la maturité affective, donc des enfants qui ont de la difficulté à laisser leurs parents, on a déjà vu ça. Développement cognitif et langagier et habilité de communication et les connaissances en général. Ça veut dire que 35% des enfants de l'île de Montréal, qui est une province éduquée, qui est une province, on n'est pas au tiers-monde ici, 35% des enfants qui rentrent à l'école en partant ont une faiblesse à un de ces niveaux-là. Ce que ça donne, notre système d'éducation actuel échoue pour 1 élève sur 5. Ça, c'est les données de 2015. Il y a 20% des enfants qui rentrent dans le système d'éducation scolaire actuellement qui ne finiront pas leur secondaire 5 dans les temps prévus. Je ne sais pas si ça vous allume quelque chose. Moi, si j'allais à la clinique puis qu'on me disait que dans cette clinique-là, il y a une chance sur 5 pour qu'on ne me soigne pas, je ne suis pas sûr que j'irai à cette clinique-là. Si la prochaine fois que vous mettez votre lettre à la poste puis que le facteur vous dit qu'il y a une chance sur 5 pour qu'elle ne se rende pas à destination, je ne suis pas certain que vous utiliserez ce système-là. Donc, comment est-ce que ça se fait que ce système-là fonctionne encore et qu'on accepte que ce système-là soit toujours en place? Donc, il y a 50 ans, à l'époque du rapport parent, que vous n'avez probablement pas connu à l'époque, mais il y a 50 ans, on a démocratisé l'école. On a décidé que l'école était là pour tous, que tout le monde avait accès à l'école. Par contre, on a oublié quelque chose de très important, on a oublié de démocratiser l'apprentissage. C'est pas parce qu'on va à l'école qu'on va apprendre, et c'est pas parce qu'on va à l'école qu'on va finir avec un diplôme. Qu'est-ce que la réussite scolaire? Donc, comment dans les grandes, les pays, comment est-ce qu'on va faire dans les systèmes pour calculer la réussite scolaire? On se base sur 2 choses. Premier élément, le rendement. Le rendement, c'est vos résultats au bulletin. Ça, c'est des rendements à court terme. L'autre élément, ce qu'on va faire, c'est on va parler du
On va parler de la diplomation. Ça, c'est la réussite de votre diplôme de secondaire 5. Ce sont les deux éléments sur lesquels on se base pour dire qu'un système scolaire fonctionne ou pas, pour dire que vous avez ou non réussi votre diplomation, vous avez réussi à passer au travers le système scolaire. On peut comprendre que dans ces deux éléments-là, on parle de notes. On parle de résultats scolaires, on parle de résultats des examens qu'on compile et qui sont utilisés pour arriver à identifier les gens qui passent et qui ne passent pas. Quelle perspective on donne? Pourquoi on dit aux gens qu'il faut aller à l'école aujourd'hui? Moi, j'en ai 5 que je vais vous donner et c'est des perspectives économiques. Habituellement, on va dire c'est pour accéder à des études postsecondaires. Vous allez à l'école primaire et secondaire pour aller à l'université. Allez dire ça à un élève de maternelle, pas sûr que pour lui, ça a beaucoup de sens de se rendre à l'université. On va dire que c'est pour obtenir des revenus plus élevés. Pour augmenter votre chance d'avoir des revenus plus élevés quand vous allez sortir. On va dire que c'est pour contribuer à l'essor économique du pays. Pour ce que ça vaut. On va dire que c'est pour engendrer des coûts moindres pour l'État, parce qu'on sait que les gens plus instruits coûtent moins cher au niveau des services sociaux. On va parler de prospérité, on va parler de l'individu ou de la collectivité. Donc, c'est des raisons vraiment économiques qu'on va donner pour faire en sorte, pour expliquer pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'aller à l'école. Je vous donne 2 autres éléments, j'appelle ça, moi, les équations de la prospérité. Ce qu'on nous dit au niveau général, je tiens ça d'un économiste que j'ai beaucoup aimé écouter, qui disait, lui, pour renforcer la prospérité dans des systèmes économiques, c'est l'éducation. Si on élève le niveau d'éducation et de formation, on a une croissance économique à long terme. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau économique qui est payant pour l'État d'avoir les gens les plus instruits possibles. En 1999, le ministère de l'Éducation publiait une revue qui n'est plus disponible, mais dont j'ai encore copie, et qui expliquait que le niveau d'éducation élevé avait un rendement fiscal plus élevé pour l'État. Par exemple, quelqu'un qui ne finit pas son secondaire 5 va donner un rendement fiscal à l'État de 300 000 par année au terme de sa vie. Donc, au terme d'une vie, il va avoir rapporté 300 000 au niveau fiscal. Quelqu'un qui va à l'université, je vous le donne en chiffres. Avez-vous une idée? 1 million. Donc, quelqu'un qui a un diplôme d'études universitaires va rapporter à l'État 1 million. Alors, quand on dit qu'on ne finance pas assez les études universitaires, il y a un rendement qui est associé quand même à ça, qui semble, à mon avis, assez intéressant. Plus le niveau d'éducation est élevé, moins les coûts sont élevés en matière de services publics. Les gens éduqués, il y a moins de criminalité. Les gens vont utiliser moins les services de santé. Les gens vont utiliser moins les services sociaux. Ce que je veux dire au partir de ça, on ne parle pas beaucoup, dans ce cas-ci, on ne parle pas encore d'enjeux humains. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu beaucoup dans les recherches que j'ai regardées. Les finalités actuelles de notre système d'éducation, il y en a 3. On parle d'instruire, socialiser et qualifier. Ça, c'est ce qui est écrit dans le programme de formation du ministère. On veut faire apprendre les gens. L'objectif du système actuel, c'est de faire apprendre les gens. Le mot « plaisir d'apprendre » est là 2 fois dans le programme de formation du ministère de l'Éducation au niveau du primaire. Les 2 endroits où il est, c'est en maternelle et dans une des compétences transversales qu'on ne veut plus entendre. Pourtant, le plaisir à apprendre, c'est un élément qui me semble important. On vise la réussite de tous, donc le système est fait pour viser la réussite de tous dans un système qui est unique. C'est la même machine à saucisses pour tout le monde. On veut sortir, en faire les gens et tout le monde doit réussir. Et ce qu'on veut, c'est minimiser les impacts économiques à différents niveaux, autant au niveau des individus qu'au niveau de la société. Alors, je reviens avec ma question. Qu'en est-il des enjeux humains? Donc, le système actuel va contre la nature, à mon avis même, de l'apprentissage, mais surtout du plaisir qui pourrait être attaché, puis qui permettrait, par exemple, de faire émerger une motivation aux gens de vouloir apprendre. Parce que, dans le fond, c'est ce qu'on voudrait. C'est qu'on voudrait avoir suscité chez les gens le goût d'apprendre. Plaisir et motivation, là, ça ne veut pas dire que c'est une absence d'effort, ça ne veut pas dire que c'est de la facilité. Je veux dire, moi, je suis rendu au doctorat, c'est difficile,
mais je suis motivé à y aller parce que j'ai des motivations qui m'appartiennent. Même chose pour la maîtrise que j'ai faite, j'avais des motivations à faire cette maîtrise-là, à poursuivre mes études universitaires. Mais je peux vous dire qu'au niveau du primaire ou du secondaire, j'ai haï l'école. J'ai détesté l'école. Je me suis fait mettre dehors des écoles. C'est un peu particulier que je sois devenu directeur, mais c'est d'autres choses. Donc, quel avenir pour l'éducation? C'était le sujet qu'on m'avait demandé de couvrir, qu'on me demande de couvrir. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Les enfants d'aujourd'hui, vous êtes plus des enfants, vous êtes rendus des adultes, mais je vais vous annoncer quelque chose, vous êtes condamnés à apprendre. Ce qui n'était pas le cas de notre génération à nous. Le monde qui est à l'extérieur change à une vitesse tellement importante, beaucoup plus importante qu'elle a changé pour nous. Donc, il y a un défi au niveau de l'école à préparer ces gens-là pour ça. Il faut donc, à mon avis, pour l'école de l'avenir, complètement repenser les finalités de notre système. Par exemple, si le système permettait d'adapter l'apprentissage à chaque enfant, imaginons un système comme ça. Imaginons que le plaisir d'apprendre serait un des objectifs. Imaginons que la motivation était un des objectifs du système. Imaginons que si le rythme d'apprentissage des enfants ne dépendait plus de l'âge des enfants. Pourquoi tous les enfants qui ont le même âge, qui n'apprennent pas tous à la même vitesse, sont tous dans la même classe? C'est un peu particulier, mais le système fonctionne comme ça. Il faut donc revoir 3 concepts. Le concept d'apprentissage, d'éducation et d'école, qui sont des concepts différents et qu'on mélange des fois souvent. Le système actuel, c'est un système de pédagogie de la gouvernance. Il y a quelqu'un qui enseigne, les gens vont accepter, vont recevoir ces éléments-là, ils vont régurgiter ces éléments-là pour obtenir le diplôme et pour obtenir leur place, leur participation dans une société. C'est un système one size fit all. Le même système pour tout le monde. Ça, c'est pas moi, c'est Foucault qui disait ça, que j'aime beaucoup. L'apprentissage, là, c'est pas une acquisition d'un objet qu'on mesure. Quand on parle d'apprentissage, c'est l'acquisition d'un pouvoir d'agir. Quand on apprend, c'est pour faire quelque chose pour soi, pour faire quelque chose pour quelqu'un. C'est une action qu'on fait sur soi-même. Je peux pas faire apprendre quelqu'un qui veut pas. L'apprentissage part de nous. Donc, il y a un élément qui est important au niveau de la motivation. C'est une suite d'essais et d'erreurs aussi. Alors, apprendre, c'est se tromper, ce qui n'est pas, à mon avis, assez valorisé dans notre système actuel. L'apprentissage est inné. Vous avez appris à marcher, vous n'êtes pas allé à l'école pour apprendre à marcher. Vous avez appris à parler, vous avez appris à jouer. Quand vous avez un nouveau jeu vidéo, vous n'avez pas besoin de lire les instructions pour savoir comment jouer. Intuitivement, vous allez apprendre à utiliser ce que vous avez, puis vous allez apprendre, mais il y a un élément qui est important. Vous avez une propension naturelle à apprendre si vous y êtes motivé. La motivation devrait donc être le point de départ de tous les systèmes qui visent l'apprentissage, en partant. Parlons d'éducation. Aujourd'hui, c'est un système institutionnalisé pour apprendre et développer ce qu'on appelle des habiletés sociales, ce qui est important. On ne peut pas apprendre. Apprendre, c'est quelque chose qu'on fait collectivement. Il y a un élément collectif, à mon avis, qui est important. Mais ce système-là est complètement ébranlé aujourd'hui par les élèves à besoins particuliers. Je trouve ça affreux qu'on appelle ça des élèves à besoins particuliers. C'est des gens qui sont non conformes dans le système actuel. Ça veut dire qu'ils ne fitent pas dans le système et on va les étiqueter élèves à besoins particuliers. C'est peut-être que le système n'est pas capable de s'occuper des enfants et non pas que les enfants sont particuliers. Alors vraiment, on demande aujourd'hui à ce système-là, on a une obligation de résultat plutôt qu'une obligation de moyens. Vous savez, un médecin, il a une obligation de moyens. Il doit faire tout en son œuvre pour soigner un patient, mais si le patient meurt à la fin, ben il aura essayé tout ce qu'il voulait. Le système d'éducation était comme ça au début. Il a été pensé comme ça au début, mais aujourd'hui, on veut des résultats. Et malheureusement, le système n'a pas changé. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cet élément-là. Donc, l'éducation, au-delà du fait que c'est accessible à tous, il faudrait que ce soit un droit pour chacun à développer son plein potentiel selon ses caractéristiques, son rythme, selon ses capacités. L'école, quand on parle de l'école, c'est un lieu important pour la socialisation. C'est un lieu qui doit rester important pour la socialisation. Mais c'est un monopole actuellement de l'apprentissage. Et, je suis désolé, mais c'est un service de garde institutionnalisé. Si les enfants allaient à l'école 3 jours par semaine, qu'est-ce qu'on ferait avec eux les 2 autres journées?
Alors, il y a un élément aussi sociétal où on utilise l'école aussi parce qu'on veut que les parents travaillent aussi et rapportent aussi des revenus et rapportent aussi des taxes. Il y a un élément qui est à cette hauteur-là. Et si on voyait l'école comme un environnement plutôt qu'un bâtiment? Et si l'école, l'institution, était comme un port d'attache, pas un endroit où on va aller nécessairement tous les jours, mais un port d'attache pour l'élève qui vise vraiment à le supporter dans ses apprentissages à lui. Et si l'apprentissage ne se passait pas uniquement à l'école, si on avait d'autres lieux pour apprendre qui seraient complémentaires à l'école, l'enjeu réel, à mon avis, du système actuel et de ce qu'on fait aujourd'hui en éducation, et si on veut repenser l'avenir, c'est peut-être pas de vouloir changer le système pour le bénéfice des enfants, mais plutôt de changer un système qui convient au système actuel. Donc, actuellement, le système fonctionne pour les adultes. Donc, est-ce qu'on veut changer ce système-là pour le bien des enfants? Je ne suis pas toujours certain. Je ne peux pas finir la conférence sans parler de technologie, parce que c'est quelque chose qui m'est très profond, qui est un lien vraiment avec ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Ce qui a changé aujourd'hui et ce qui, je pense, va faire changer, ébranler les temples des systèmes éducatifs, c'est l'arrivée des appareils mobiles intelligents, l'Internet des objets, l'Internet partout en tout temps, l'accès à des connaissances, pas à l'apprentissage, à des connaissances de partout en tout temps. On a accès à ça de n'importe où. La capacité de stockage des serveurs, ça augmente à une vitesse exponentielle. La capacité de calcul des processeurs, on est capable de faire des calculs qu'on n'était pas capable de faire, impensables il y a 10 ans, et ça vient avec la capacité de traitement des données. Moi, j'appelle ça, on regarde rapidement aujourd'hui ce qu'on peut faire. On peut prévoir les épidémies juste en fonction des recherches qui se passent dans une région donnée. On peut personnaliser les publicités, vous le savez d'ailleurs, personnaliser les publicités sur Facebook en fonction de ce que vous aimez. On peut faire un servi quotidien aujourd'hui du diabète et on peut proposer une diète en temps réel. C'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire. On peut prévoir des jugements de cours de magistrats avant que le juge se prononce. On passe ça dans un logiciel, on passe les arguments dans un logiciel et on est capable d'avoir un jugement qui va être entériné par le juge, mais qui arrive à la même décision que le juge. Et pourquoi est-ce que cette technologie-là ne serait pas au service de l'éducation aussi? Avec des limites éthiques, on s'entend, là. C'est sûr que l'utilisation des données, il y a des choses à faire attention, mais l'intelligence artificielle au service de l'éducation. L'intelligence artificielle, c'est deux choses. C'est des données et c'est des algorithmes. Deux éléments. L'intelligence artificielle en éducation pourrait faire deux choses. Permettre l'émergence de ce qu'on appelle un apprentissage piloté par les données. En anglais, Data Driven Learning. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, ça existe depuis 10 ans, mais c'était trop compliqué de générer des données. Aujourd'hui, les données sont au bout de nos doigts. Ça permettrait d'émerger aussi une pédagogie pilotée par les données. Data Driven Pédagogie, qui est aussi quelque chose qui est en essence actuellement, qui est en effervescence dans le monde actuellement. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est d'adapter les tâches d'apprentissage au profil de chaque apprenant. Imaginez utiliser la force des algorithmes et des données afin d'accompagner chacun des enfants à l'école, chaque enfant de façon personnalisée, dans son cheminement scolaire, en identifiant ses difficultés, en identifiant ses forces, puis lui permettre un cheminement en fonction de ses besoins, mais surtout pour garder sa motivation et le plaisir d'apprendre. Quel avenir pour l'éducation? C'était la question de départ. Je vous donne 5 éléments avant de finir. Revoir les finalités de notre système d'éducation. Respecter les particularités de chaque apprenant, de chaque enfant. Entretenir la motivation et le plaisir d'apprendre. Parce que quand on aime et qu'on est motivé, c'est pas mal plus facile d'être en mode d'apprentissage. Repenser l'école. Puis quand je dis repenser l'école, là, c'est comme un environnement dynamique, là. Alors vraiment, d'un carrefour de l'apprentissage, de la socialisation, cet aspect-là doit rester, l'école doit rester. Puis évidemment, mettre à profit l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, puis l'idée, c'est de supporter et de personnaliser les apprentissages. Et je pense qu'aujourd'hui, là où on en est, il faut se rendre à personnaliser ces éléments-là. Ultimement, au-delà de la délivrance d'un diplôme là, à la fin du secondaire 5,
développer chez tous nos enfants le plaisir et la capacité à apprendre, puisque de toute façon, les enfants d'aujourd'hui devront continuer à apprendre pour le restant de leur vie. Je vous remercie.